La balle n'aurait jamais dû atteindre sa cible. 1200 mètres à travers un mur de sable si dense que toute visibilité avait disparu, comme si le monde s'était effacé. Et pourtant, à travers l'imagerie thermique, le senior chief Mark Fallon vit un nouveau combattant s'effondrer. Le 7e en moins d'une minute et demie. À chaque fois, une balle nette, précise, une frappe mortelle venue d'un tireur qui, en théorie, ne pouvait rien voir. À la radio, Riker peinait à garder le contrôle de sa voix. Ses mains tremblèrent si fort qu'il avait du mal à appuyer sur le bouton d'émission. « Mais bordel, qui tire comme ça ?» La réponse arriva, posée, presque sereine. Wraith en position. Engagement en cours. 3 jours plus tôt, un hélicoptère s'était posé sur la piste avancée de Fob Ironclad, soulevant un nuage tourbillonnant de poussière syrienne. Chief Petty Officer Morgan Reyes mit pied à terre, sa mallette de fusil dans une main, son sac de déploiement calé sur l'épaule. La chaleur la frappa de plein fouet, brutale, presque physique. Elle ne broncha pas. Elle avait grandi à Tucson, dans un désert où les tempêtes de sable avalaient l'horizon et où la chaleur écrasante faisait partie du quotidien. Les températures extrêmes n'avaient jamais réussi à la ralentir comme elle le faisait avec les autres. Un maître d'équipage, tablette à la main, s'approcha d'elle et consulta ses ordres sans lever les yeux. « Chief Reyes, le senior chief Daniel Crowley vous attend à l'opération annexe. » Il désigna vaguement un groupe de bâtiments renforcés près du périmètre est. Elle le remercia et s'éloigna, consciente des regards qui la suivaient déjà à travers la base. L'opération annexe était impossible à manquer. À l'intérieur, une douzaine d'hommes, en train de préparer leur équipement, levèrent la tête à son entrée. Les conversations s'éteignirent une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le bourdonnement des climatiseurs luttant contre la chaleur du désert. Daniel Crowley sortit d'un bureau à l'arrière. Il correspondait parfaitement à sa réputation. Grand, massif, le crâne rasé, le corps marqué de cicatrices qui racontaient des histoires qu'elle pouvait deviner sans qu'on les lui raconte. Son regard la parcourut avec ce calcul froid qu'elle connaissait trop bien, celui qui cherche à déterminer si quelqu'un a sa place ou s'il devient un problème. « Vous êtes l'atout sniper, ce n'était pas une question. » Chief Petty Officer Morgan Reyes. « Je me présente conformément aux ordres, » répondit-elle. Crowley hocha lentement la tête. « Vos quartiers sont à Barracks Delta, côté est du camp. » Il ne précisa pas que c'était le bâtiment le plus éloigné de la zone d'équipe. Elle comprit très bien le message. « Déposez votre matériel. Présentez-vous au Falcon Range demain à 00. On verra ce que la division pense nous avoir envoyé. » Près de la fenêtre, un cil plus jeune, Mason Doyle, laissa échapper un ricanement assez fort pour que tout le monde l'entende. « Peut-être qu'elle pourra nous aider à relever les cibles, » lança-t-il. « Enfin, à les tenir. » Quelques rires éclatèrent. Crowley ne sourit pas. Mais il ne dit rien non plus. Son silence valait approbation. Morgan laissa passer. Elle avait appris depuis longtemps que les mots n'avaient aucun poids dans ce genre d'endroit. Seuls comptaient les résultats. Elle demanda où elle pouvait régler son arme. On lui répondit d'un geste vague en direction du pas de tir est. Elle quitta le bâtiment sans perdre sa dignité, gardant sa colère soigneusement sous contrôle. Le chemin vers Barracks Delta la fit passer devant le parc de véhicules, le Mess Hall Alpha, puis un petit dépôt logistique où une spécialiste procédait à un inventaire sous le soleil de l'après-midi. La femme leva les yeux et lui adressa un bref signe de tête. Une étrangère reconnaissant une autre étrangère. Morgan lui rendit le salut et poursuivit sa route. Ses quartiers étaient simples, presque austères. Un lit superposé, un coffre, un bureau étroit avec une lampe capricieuse qui vacilla lorsqu'elle l'alluma. Elle déballa ses affaires avec méthode, déposant son étui de fusil avec la précaution réservée à quelque chose de vivant. De son sac, elle sortit un carnet usé, rempli de calculs balistiques et de notes personnelles. Puis une photo dans un cadre sobre, 2 tireurs d'élite souriant à l'objectif, à une époque où tout semblait plus léger. Elle s'attarda sur le visage de l'homme à ses côtés avant de retourner le cadre, face contre le bureau. On frappa à la porte. Elle ouvrit sur un homme d'une 40aine d'années, portant les insignes du renseignement. Chief Reyes. Nathan Cole. Officier renseignement. Je tenais à vous souhaiter la bienvenue. Intriguée, elle l'invita à entrer. Il jeta un bref regard à la photo retournée, sans commentaire. C'est moi qui ai demandé votre affectation,
dit-il. Ce que vous avez fait à Al-Hadar a attiré l'attention à des niveaux que vous n'imaginez probablement pas. Une situation est en train de se former ici, et vos compétences pourraient être déterminantes. Morgan resta impassible. Al-Hadar était compliqué. J'ai lu les rapports, répondit Cole. 27 éliminations confirmées en un seul engagement, au milieu d'une tempête de sable. Des tirs qui n'auraient jamais dû être possibles. Il marqua une pause. Il se pourrait qu'on ait besoin de ce genre d'impossible, très bientôt. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se dirigeait déjà vers la sortie. Reposez-vous. Zéro Subazi arrive vite. Puis, en se retournant, et ne laissez pas Crowley vous atteindre. C'est un excellent opérateur, mais il a ses angles morts. Une fois seul, Morgan s'assit sur le lit et fixa la photo retournée. Ce qui s'était passé à Al-Hadar lui avait valu une réputation, mais cela lui avait aussi coûté quelque chose qu'elle ne récupérerait jamais. L'homme sur cette photo avait été son observateur, son partenaire, son meilleur ami, et elle n'avait pas réussi à le sauver. Elle éteignit la lampe défaillante et s'allongea dans l'obscurité, écoutant les bruits lointains de la base et le sable chuchoter contre la fenêtre. À l'opération annexe, Daniel Crowley rassembla ses hommes. « Elle n'est pas des nôtres, dit-il d'une voix sans la moindre hésitation. Elle ne le sera jamais. Quoi qu'il arrive, on règle nos affaires entre nous. » C'est clair ? La réponse fut unanime, et quelque part, dans la nuit syrienne, une tempête commença à se former à l'horizon. Avant l'aube, Morgan était déjà au Falcon Range, son fusil monté, prêt à tirer, tandis que le ciel à l'est conservait encore les dernières teintes violettes de la nuit. L'air du désert était froid, une fraîcheur qui disparaîtrait dans quelques heures. Pour l'instant, elle l'aidait à se concentrer. Son arme faisait partie d'elle. Modifiée au fil des déploiements, presque méconnaissable pour la plupart des armuriers, un système d'atténuation sonore conçu par ses soins, une optique thermique réglée selon sa perception, une détente ajustée à exactement 1,04 kg. Le poids que son père lui avait appris à considérer comme idéal pour le tir de précision. Elle tira sa première balle à 500 mètres. Impact plein torse sur la silhouette métallique. Le claquement sec se répercuta sur le pas de tir désert, roula dans l'air brûlant, puis s'éteignit. Des pas approchèrent derrière elle, elle n'eut pas besoin de se retourner. Le poids de la démarche, la cadence assurée, le tintement discret de l'équipement lui suffisaient. Daniel Crowley avait amené son équipe. « Debout avant l'aube », lança-t-il. « Bien, voyons ce que vous savez vraiment faire. » Morgan se releva et leur fit face. Une douzaine de cils s'étaient disposés en demi-cercle. Certains tenaient un gobelet de café, d'autres observaient bras croisés. Mason Doyle, appuyé près du grillage, arborait ce sourire suffisant de quelqu'un qui croyait déjà connaître la fin de l'histoire. « Qualification standard », poursuivit Crowley. 500 mètres pour commencer. Ensuite, on allonge. Morgan retourna à son arme sans un mot. La première cible n'avait rien d'impressionnant. Un tir de contrôle à la portée de n'importe quel tireur correctement formé. Elle enchaîna 3 coups rapides, 3 impacts, plein centre. Un groupement si serré qu'on aurait pu le recouvrir d'une pièce. « Correct ?» commenta Crowley. « Passez à 800. » Elle ajusta son optique et tira de nouveau. 3 balles, 3 touches. L'écart s'élargissait à peine, toujours largement dans les normes. Doyle bâilla ostensiblement. « Ma grand-mère pourrait faire ça. » Crowley l'ignora. 1000 mètres. Là, la distance commençait à compter. À 1000 mètres, les variables s'additionnaient, vent, température, humidité, jusqu'à la rotation même de la Terre. Morgan calcula, corrigea, tira. 3 impacts. 1200, dit Crowley. Sa voix n'était plus aussi détachée. Elle ajusta encore. 2 balles frappèrent le centre. La troisième mordit légèrement à gauche, mais resta sur la cible. Un murmure parcourut le groupe. Crowley s'avança d'un pas. 1400, vent traversier, et compliquons un peu les choses. Il désigna une silhouette partielle tout au bout du champ de tir, à peine visible, même avec du grossissement. Seules la tête et une épaule dépassaient. Touchez ça. Dans des conditions idéales, le tir frôlait déjà la limite d'efficacité de l'arme. Avec le vent annoncé, il devenait presque irréalisable. Morgan sentit l'attente peser derrière elle. Il voulait qu'elle échoue. Elle se mit en position et recommença ses calculs. Vent d'est, environ 15 nœuds, rafale à 20. La température montait, modifiant la densité de l'air.
La cible était à 1583 mètres, pas 1400. Elle ne le corrigea pas, qu'il la sous-estime. Elle ferma les yeux. Derrière elle, Doyle éclata de rire. Elle priait ou quoi? Morgan ne priait pas. Elle écoutait. Le vent avait une voix, si l'on savait l'entendre. Son père le lui avait appris enfant, dans le désert de Tucson. Le sable ment, disait-il. Le son, lui, dit toujours la vérité. Des couleurs apparurent derrière ses paupières closes. Le vent se dessinait comme un ruban bleu pâle, strié d'or là où les rafales forçaient. La cible, elle, pulsait d'un rouge sombre, découpé par la chaleur sur l'air plus froid du désert. Elle vit le tir avant de le faire. La trajectoire s'imprima dans son esprit, nette, lumineuse. Elle ouvrit les yeux et pressa la détente. La balle vola presque 2 secondes avant l'impact. Même à cette distance, le tintement caractéristique du métal frappé résonna. La silhouette partielle bascula sous le choc, tira la tête. Le silence tomba sur le pas de tir. Morgan se releva calmement et commença à ramasser ses douilles. Le visage de Crowley était devenu impénétrable. « Cette cible est défectueuse », déclara-t-il finalement. « Il faudra vous requalifier sur un parcours réglementaire. » Elle ne protesta pas. À quoi bon? Des hommes comme Crowley ne changeaient pas d'avis sur une seule démonstration. Ils cédaient devant des résultats impossibles à nier. Et parfois, même cela ne suffisait pas. L'équipe se dispersa, les conversations reprenant à voix basse. Un seul resta en arrière. Petty Officer Isaiah Brooks demeura près de la barrière du stand, l'observant avec une expression difficile à lire. Plus jeune que la plupart, très marqué par des origines ouest-africaines, regard vif, attentif. Après un moment, il lui adressa un léger signe de tête, pas de l'admiration, pas vraiment de l'approbation, une reconnaissance silencieuse. Ce qu'il avait vu était réel, peu importe comment on choisissait de le nommer. Puis, il tourna les talons et suivit les autres vers Fob Ironclad. Morgan resta seul. Le soleil avait désormais franchi l'horizon, inondant le désert d'une lumière crue et promettant une chaleur implacable. Elle engagea un nouveau chargeur, reprit sa position et tira encore. 3 coups, à 3 distances différentes, 3 impacts parfaits, c'était elle, c'était ce qu'elle faisait. Et tôt ou tard, ils auraient besoin d'elle. Ils en avaient toujours besoin. Le bruit sourd d'hélicoptères attira son regard vers le ciel. 3 Black Hawks en formation, filant à grande vitesse vers la base. Quelque chose se passait. Elle sécurisa son arme et se mit en route vers le camp. Quoi qu'il arrive, elle serait prête. Une alarme retentit, stridente, reconnaissable entre toutes. Rassemblement immédiat en salle de briefing. Le renseignement avait quelque chose d'urgent. Morgan accéléra le pas. Son instinct lui soufflait que la situation évoquée par Nathan Cole n'était plus en train de se préparer. Elle venait d'exploser. La salle de briefing était bondée lorsqu'elle entra. Elle se plaça contre le mur du fond, à l'écart des groupes déjà formés. Crowley se tenait près de l'écran, bras croisés, flanqué de Doyle et de 2 autres opérateurs dont elle n'avait pas encore retenu le nom. Lieutenant-Commander Aaron Whitaker entra par une porte latérale, Nathan Cole sur ses talons. Le silence se fit instantanément. Whitaker était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé. Une trentaine d'années, silhouette sèche, regard attentif. Un homme qui avait gagné son commandement par ses résultats, pas par les jeux d'influence. « Messieurs, et Chief Reyes, commença-t-il, nous avons une situation qui exige une action immédiate. » Cole activa l'écran mural. Une image satellite apparut, un petit village cerné de reliefs rocheux, perdu dans le désert. Le zoom révéla un complexe fortifié en son centre, des véhicules positionnés en défense, des postes de tir installés sur plusieurs toits. « Voici Redstone, » dit Cole, 12 km au nord-est de notre position. Il changea d'image. Il y a 48 heures, une cellule terroriste dirigée par un chef connu sous le nom de The Preacher a capturé 4 contractants américains en déplacement entre 2 sites sécurisés. 2 anciens militaires, un spécialiste des transmissions et un membre du personnel médical. Une nouvelle photo apparut, granuleuse, un homme barbu vêtu d'équipements tactiques noirs. Omar Khalil, alias The Preacher, responsable d'au moins 30 exécutions documentées, toutes filmées à des fins de propagande. Son schéma était toujours le même, 72 heures de captivité, puis des exécutions publiques, minutées pour obtenir un impact médiatique maximal. Aaron Whitaker s'avança d'un pas. « Nous en sommes à la 51e heure.
Il nous reste environ 21 heures avant l'ouverture de la fenêtre d'exécution. Il désigna l'écran. La reconnaissance aérienne confirme au moins 40 combattants hostiles dans et autour du complexe. Les otages sont retenus ici. Son doigt pointa un bâtiment au centre de l'image satellite. Daniel Crowley prit la parole sans attendre. Schéma d'assaut standard, insertion à 03h00. Brèche multiple, neutralisation des hostiles, extraction des paquets. Nathan Cole secoua la tête. Il y a des complications. D'abord, l'ennemi a récupéré du matériel de vision nocturne sur des unités irakiennes. Notre avantage dans l'obscurité est compromis. Il marqua une pause. Ensuite, le complexe dispose de champs de tir croisés depuis des positions élevées. Un assaut direct entraînera des pertes avant même d'atteindre le bâtiment des otages. On encaisse des pertes, répliqua Crowley. C'est pour ça qu'on est là. Il existe peut-être une autre option, répondit Cole. Son regard se tourna vers le fond de la salle. Chief Reyes, votre analyse. Tous les regards convergèrent vers elle. Morgan sentit le poids de l'attention collective, le scepticisme de Crowley et de ses proches, la curiosité prudente de ceux qui avaient entendu parler de ce qui s'était passé au pas de tir. Elle s'avança, étudiant l'image satellite. Le complexe dispose de 3 positions de combat en hauteur, armées lourdement, couvrant les approches sud et ouest. Si ces positions sont neutralisées avant le début de l'assaut, les équipes d'entrée auront un accès dégagé jusqu'au bâtiment central. « Et vous feriez ça d'où » lança Mason Doyle. « Vous comptez aller frapper à la porte ?» Morgan désigna une crête rocheuse au nord de l'image. Cette élévation offre une ligne de vue sur les 3 positions lourdes, ainsi que sur le cœur du complexe. Distance estimée, 2 km. Crowley éclata d'un rire bref, sec. 2 km, de nuit, sans observation directe des cibles, ce n'est pas de l'Overwatch, c'est du fantasme. Morgan ne haussa pas la voix. J'ai déjà effectué des tirs comparables dans des conditions bien pires. La pièce devint silencieuse. Cole s'éclaircit la gorge. Pour mémoire, Chief Reyes était le tireur principal lors de l'incident du convoi à Al-Hadar. Un seul engagement. 27 éliminations confirmées, au cœur d'une tempête de sable réduisant la visibilité à presque rien. Le silence s'alourdit encore. Même Crowley sembla hésiter l'espace d'un instant. Whittaker observa tour à tour les 2 camps. « Je veux des options tactiques complètes des 2 côtés. Sur mon bureau dans 2 heures. Briefing final à 18h. » Il s'interrompit. « Une dernière donnée. Les services météo suivent un système de tempête majeure en approche de notre zone d'opération. Les projections actuelles indiquent demain son arrivée sur l'objectif demain soir, pour une durée de 36 à 48 heures. » « Alors, c'est réglé, trancha Crowley. On frappe ce soir, avant l'arrivée de la tempête. Cole secoua de nouveau la tête. Nouveau renseignement, confirmé il y a 30 minutes. The Preacher a avancé son calendrier. Il prévoit d'exécuter les otages pendant la tempête, lorsque notre couverture drone sera impossible. Impact maximal. Risque minimal d'intervention. Les implications retombèrent sur la salle comme un poids. Une tempête rendait l'observation aérienne impossible. Et, selon toute logique conventionnelle, elle rendait aussi l'Overwatch de précision irréalisable, selon toute logique. Whittaker mit fin au briefing, ordonnant aux équipes de se préparer à plusieurs scénarios. Alors que la salle se vidait, Morgan sentit une présence trop proche de son épaule. Elle se retourna. Crowley se tenait là, à une distance calculée, la voix suffisamment basse pour qu'elle seule l'entende. « Je me fiche de ce que vous avez fait ailleurs. Je me fiche de ce que Cole pense que vous pouvez accomplir. Vous n'êtes pas des nôtres. Vous ne le serez jamais. » Il marqua une pause. « Et quand tout ça tournera mal, quand des hommes commenceront à mourir parce que la division voulait cocher une case en mettant une femme dans mon équipe, je veillerai à ce que tout le monde sache exactement qui est responsable. » Il s'éloigna sans attendre de réponse. De toute façon, elle n'en aurait pas donné. Les mots n'avaient aucune valeur dans ce genre de moment. Seuls comptaient les actes, les résultats. Cole la rejoignit à l'extérieur de la salle de briefing et lui tendit une tablette chargée d'images supplémentaires et d'évaluation du renseignement. « L'otage féminin, » dit-il à voix basse. « Elle s'appelle Emily Carter, infirmière spécialisée en traumatologie. Elle s'est portée volontaire pour une mission humanitaire dans la région. » Il hésita. « The Preacher a des projets particuliers pour elle. Je n'entrerai pas dans les détails. Si nous ne la sortons pas de là, ce qu'elle subira sera pire que la mort. »
Morgan fixa l'écran, le visage d'une femme aux yeux doux, au sourire déterminé. Elle pensa à la photo retournée dans ses quartiers, aux promesses tenues, à celles brisées, aux tirs qui comptaient et à ceux arrivés trop tard. « Je la sortirai de là », dit-elle simplement. Cole hocha la tête et s'éloigna. Au-dessus de Fob Ironclad, le ciel commençait à changer. De hauts nuages glissèrent depuis l'ouest, les premiers éclaireurs de la tempête. Demain, le monde disparaîtrait derrière un mur de sable, et quelque part dans ce mur, elle trouverait ses cibles. Elle ne dormit pas. Les quartiers lui semblaient plus étroits dans l'obscurité. Les murs se rapprochaient, chargés du poids de tout ce qui allait se jouer dans les 24 prochaines heures. Morgan s'assit sur le bord du lit et écouta le vent qui montait à l'extérieur. Les premiers murmures de la tempête qui déciderait du sort de 4 vies. Elle attrapa la photo sur son bureau et la retourna. Lucas Moreno la regardait, avec ce sourire facile qu'elle connaissait par cœur. 3 ans ensemble, observateur et tireuse, 2 moitiés d'un même système d'armes. Il avait été le seul à comprendre ce qu'elle était capable de faire, le seul à ne jamais remettre en question ce rituel étrange, ces yeux qu'elle fermait avant les tirs impossibles. Il appelait ça son don. Elle n'avait jamais trouvé de mot plus juste. La photo avait été prise lors de leur dernier déploiement commun, devant une base avancée dans le nord de l'Irak. Il souriait, couvert de poussière, épuisé après une mission qui avait dérapé de toutes les façons imaginables. Mais ils avaient survécu. Ils survivaient toujours, c'est ce qu'ils se disaient, jusqu'à Al-Hadar. Elle ferma les yeux et laissa le souvenir l'envahir, l'embuscade du convoi. L'IED transformant le véhicule de tête en boule de feu. Le chaos, les tirs ennemis depuis les hauteurs, les balles labourant la zone d'embuscade. Elle était en Overwatch, à 800 mètres. Elle engageait déjà les cibles quand la tempête de sable avait surgi, vivante, engloutissant le monde entier. Lucas était descendu aider les blessés. Il faisait toujours ça. Toujours le premier à se mettre en danger pour les autres. Elle aurait dû le suivre. Elle aurait dû être ses yeux quand le sable rendait toute vision impossible. Au lieu de cela, elle était restée en position, s'en remettant à son don, convaincue qu'elle pouvait le protéger à distance. 27 morts. Elle se souvenait de chacun d'eux, du bruit sourd des corps s'effondrant, des couleurs thermiques qui passaient lentement du rouge au noir à mesure que la vie s'éteignait. Elle avait éliminé tous ceux qui menacèrent le convoi, chaque combattant qui tentait d'achever ce que l'IED avait commencé. Mais elle ne voyait pas Lucas. Le sable était trop épais, le chaos trop total. Lorsqu'elle parvint enfin à distinguer sa signature thermique, il errait déjà dans une zone de tir croisée, désorienté, avançant vers des positions ennemies qu'il ne pouvait pas voir. Elle hurla dans sa radio, elle le supplia de s'arrêter, de se coucher, de l'attendre. Il ne l'entendit jamais. L'ennemi, lui, ne manqua pas. Morgan ouvrit les yeux et reposa la photo face contre le bureau. C'était il y a 2 ans. 2 années à porter le poids d'une erreur irréparable. 2 années à accepter chaque mission impossible, chaque affectation suicidaire, à chercher quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. La rédemption, peut-être, ou la punition. Parfois, les deux se confondaient. Un coup frappé à la porte la ramena au présent. Elle ouvrit et découvrit lieutenant-commandeur Aaron Whitaker, dans le couloir faiblement éclairé. « Chief Reyes, venez avec moi. » Ils traversèrent Fob Ironclad en silence, longeant les dortoirs endormis et les générateurs au ronronnement constant, jusqu'à un petit poste d'observation dominant le désert à l'est. Le ciel avait pris une teinte étrange, une brume brunâtre voilant les étoiles tandis que la tempête approchait. Whitaker s'appuya contre les sacs de sable et observa l'horizon. « Cole m'a parlé d'Al-Hadar, dit-il, la version officielle. J'aimerais entendre la vôtre. » Elle songea à éluder, à servir le même résumé aseptisé qu'elle avait répété à tant de débriefings. Mais quelque chose dans sa voix lui disait qu'il méritait plus que ça. « J'ai fait les tirs, » dit-elle finalement. 27 éliminations dans des conditions où tirer aurait dû être impossible. J'ai sauvé le convoi. 15 personnes sont rentrées chez elles ce jour-là grâce à moi. Elle marqua une pause. Et mon observateur est mort parce que je n'étais pas avec lui. Le vent se leva, projetant du sable qui piquait la peau exposée. Je suis restée en position, reprit-elle. J'ai cru pouvoir le protéger à 800 mètres à travers une tempête de sable. J'avais tort. Whitaker resta silencieux un long moment. Vous vous en rendez responsable. J'étais sa partenaire, ses yeux.
Et je l'ai laissé entrer dans une zone de tir croisée parce que j'étais trop concentré sur la mission pour voir ce qui lui arrivait. Une rafale plus forte balaya le poste d'observation. Whittaker se tourna vers elle, la fixant droit dans les yeux. « Demain, vous serez à 2 kilomètres de mon équipe, dans des conditions pires qu'à Al-Hadar. J'ai besoin de savoir que vous pouvez faire ce que vous prétendez pouvoir faire. » Il ajouta, plus grave. « Et j'ai besoin de savoir que ce qui est arrivé à votre observateur n'arrivera pas à mes hommes. » Morgan soutint son regard sans ciller. « J'ai demandé ce déploiement moi-même. Quand Cole m'a contacté, j'ai accepté avant même qu'il ait fini d'expliquer la situation. » Elle inspira lentement. « Parce que ce qui est arrivé à Lucas m'a appris quelque chose que je n'oublierai jamais. » « Quoi donc ? » Que rester en position ne suffit pas toujours, et que parfois le tir compte plus que le tireur. Elle marqua une pause. « Vos hommes rentreront chez eux, commandant. Tous. Je m'en assurerai. » Whittaker l'observa longuement, puis hocha lentement la tête. « Briefing final à 18h. J'ai validé votre position d'Overwatch sur Northwatch Ridge. Crowley n'est pas ravi, mais la décision m'appartient. » Quelque chose se desserra dans la poitrine de Morgan. « Merci, monsieur. »« Ne me remerciez pas encore, » répondit-il en désignant la tempête qui approchait. « Vous allez tirer à travers ça. Si vous échouez, nous perdons 4 otages. Et peut-être des membres de mon équipe. Ce n'est pas un poids que je vous confie à la légère. » « Je comprends. » Il la laissa seule sur le poste d'observation. Morgan resta là, tandis que le vent gagnait en intensité, observant le mur de sable progresser lentement à travers le désert. Quelque part derrière cette muraille, 4 Américains attendirent la mort. Quelque part derrière elle, The Preacher préparait ses caméras et ses couteaux. Elle pensa à Lucas, au tir qu'elle avait réussi, à celui qu'elle n'avait pas pu prendre, à la couleur des sons et à la géométrie des trajectoires impossibles. « 27, » murmura-t-elle au vent qui montait. « Comme avant. 27 pour réparer. » La tempête répondit par un hurlement presque approbateur. Elle arriva plus tôt que prévu. À 14h, le ciel avait pris la teinte du cuivre meurtri. La visibilité était tombée sous les 200 mètres. Le sable sifflait contre chaque surface, s'infiltrant partout avec la persistance de l'eau, cherchant la moindre faille. Morgan se trouvait au pas de tir, procédant au dernier réglage de son arme, lorsque les premières rafales violentes la forcèrent à se mettre à l'abri derrière une barrière en béton. Elle avait remplacé son optique standard par un système hybride thermique, modifié le filetage du canon pour limiter l'intrusion de sable et charger des munitions soigneusement sélectionnées pour leur constance. Chaque variable qu'elle pouvait contrôler, elle la contrôlait. Celle qu'elle ne maîtrisait pas devrait être gérée autrement. Des pas crissèrent derrière elle. Elle n'eut pas besoin de se retourner. Le rythme lui était désormais familier, une cadence qu'elle avait enregistrée sans y penser. Isaiah Brooks s'installa à côté d'elle, se protégeant le visage du vent d'une main gantée. « Sacrée journée pour une compétition de tir », lança-t-il. Morgan continua ses vérifications sans répondre. « Je t'ai regardé travailler », reprit-il après un instant. « Ce truc que tu fais, fermer les yeux avant de tirer. » Il secoua la tête. « Je n'ai jamais rien vu de tel. La plupart des gens pensent que c'est un tic nerveux. Peu de gens t'ont vu placer une balle à 1400 mètres juste après. » Il hésita. « C'est quoi, en vrai ?» Elle réfléchit un moment. Isaiah lui avait témoigné de petites attentions depuis la démonstration au stand. Rien de spectaculaire. Mais dans un environnement où les alliés étaient rares, même la neutralité avait de la valeur. « Je vois le son, » dit-elle enfin. « Des couleurs et des formes qui correspondent à ce que j'entends. Quand je ferme les yeux, je peux suivre des mouvements à partir de schémas auditifs, même sans confirmation visuelle. » Isaiah la fixa. Interdit. « Ce n'est pas possible. Et pourtant, tu m'as vu le faire. » Il resta silencieux, digérant l'idée. « Ma grand-mère, à Lagos, » dit-il lentement. « Elle a quelque chose de similaire. Elle appelle ça un don des anciens dieux. Elle s'en sert pour savoir quand quelqu'un est malade, pour percevoir ce que les autres ne sentent pas. » Il esquissa un sourire incertain. « Les anciens de notre village la traitent comme une prophétesse. » « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Il haussa les épaules. « Je pense que le monde est plus étrange que ce que la plupart des gens veulent admettre. » Il jeta un regard vers la tempête. « Et si tu dis que tu peux tirer à travers ça, je suis enclin à te croire. » Le vent redoubla. Les martelants de sable.
Morgane sécurisa son fusil et se tourna vers lui pour la première fois, pleinement. « Tu n'étais pas obligé de venir jusqu'ici, » dit-elle. L'expression d'Isaiah Brooks changea. Quelque chose de plus profond traversa son regard, une émotion difficile à nommer. « Je sais ce que ça fait, d'être celui en qui personne ne croit. » Il hésita, puis reprit. « Quand je suis arrivé à la sélection, j'étais le plus petit de ma promotion. Les instructeurs prenaient des paris sur le moment où j'abandonnerais. Les autres candidats me regardaient comme si j'étais déjà éliminé. » Il marqua une pause. « J'ai fini 3e de ma classe. J'ai prouvé qu'ils avaient tous tort. Mais je n'ai jamais oublié ce que ça fait de n'avoir personne dans son camp. » Morgane hocha lentement la tête. « Merci. »« Ne me remercie pas encore, » répondit-il en se levant et en époussetant le sable de son équipement. « Remercie-moi quand on sera tous rentrés demain. » Il esquissa un sourire. « Et pour ce que ça vaut, j'ai dit à Whittaker que je voulais être dans la première équipe de brèche. Si ton tir est aussi bon qu'on le dit, je veux être du bon côté de la trajectoire. » Il disparut dans le tourbillon de sable, la laissant seule avec le vent hurlant et le poids des attentes qu'elle avait acceptées. Le briefing final débuta à 18h dans le centre de commandement souterrain. Le seul endroit de la base où la fureur de la tempête n'était plus qu'un grondement lointain. Les murs étaient couverts de cartes, saturés d'annotations, axes d'approche, positions de tir, plans de repli. Aaron Whittaker exposa l'opération avec une précision clinique. 2 équipes motorisées progresseraient par le sud, utilisant la tempête comme couverture. Morgane s'infiltrerait à pied vers North Watch Ridge, une progression de 90 minutes à travers un terrain presque impraticable, en visibilité nulle. Une fois en position, elle neutraliserait les emplacements d'armes lourdes et assurerait l'overwatch de l'assaut. Daniel Crowley objecta à chaque étape. Le timing était trop serré. La visibilité rendait toute coordination irréaliste. Miser l'appui-feu critique sur une seule tireuse relevait du suicide tactique. Whittaker écouta chaque remarque, puis les écarta une à une. La décision était prise. La mission aurait lieu. À la fin du briefing, Nathan Cole tira Morgane à l'écart et glissa un document plié dans sa main. « Plan du complexe mis à jour », murmura-t-il. « Imagerie thermique d'il y a 30 minutes. The Preacher a renforcé la garde autour du bâtiment des otages. » Il la fixa. « Comptez au moins 4 cibles supplémentaires. » Elle étudia le schéma, mémorisant les nouvelles positions. Le nombre total d'hostiles était monté à 47 combattants confirmés. 47 cibles, dans un complexe qu'elle observerait à plus de 2 km, à travers une tempête de sable effaçant toute visibilité. Cole observa son visage, à l'affût du moindre doute. « Tu peux toujours faire ça ?» Elle replia le papier et le rangea dans son gilet. « Je peux le faire. » Il acquiesça et s'éloigna. Autour d'elle, les cils procédaient aux dernières vérifications. Radio testée, chargeur garni, gestes mécaniques d'hommes qui avaient répété ce rituel des dizaines de fois. Aucun ne la regarda, aucun ne chercha son regard. Elle retourna dans ses quartiers une dernière fois avant l'insertion. Son fusil l'attendait sur le râtelier, propre, prêt. La photo retournée était toujours posée sur le bureau. Elle la prit et contempla une dernière fois le visage de Luca Moreno. « Je ne les laisserai pas tomber », murmura-t-elle à son sourire figé. « Pas cette fois. » Elle rassembla son équipement et s'enfonça dans la tempête. Le sable était vivant, il griffait la peau exposée, s'infiltrait dans chaque interstice de son matériel, réduisant le monde à une sphère de chaos brun d'à peine 3 mètres de rayon. Morgane avançait, boussole dans une main, fusil en bandoulière, comptant ses pas, corrigeant sa trajectoire à chaque rafale qui tentait de la dévier. 90 minutes pour atteindre North Watch Ridge. Elle avait déjà parcouru des distances similaires dans des conditions pires, mais jamais avec un tel enjeu. Jamais avec 47 vies dépendant de sa capacité à trouver un groupe précis de rochers au milieu d'un enfer sans repère. Le sol changea sous ses bottes, la terre compacte céda la place à du gravier instable. Le dénivelé commençait. Elle était proche. Son horloge interne indiquait 73 minutes écoulées. Elle était en avance. Elle entama l'ascension. La crête était plus raide que ne le suggérèrent les images satellites. La roche, glissante de sable accumulé, rendait chaque prise incertaine. 2 fois, elle dérapa et se rattrapa de justesse, les doigts écorchés contre la pierre tandis que le vent hurlait à ses oreilles. Le bruit était assourdissant.
Un rugissement continu qui aurait rendu toute communication normale impossible. Mais pour elle, ce vacarme était une source d'information. Des couleurs dansaient derrière ses yeux, même ouverts. Des motifs émergeaient du chaos. Elle entendait le complexe, là-bas, étouffé par la tempête, le bourdonnement des générateurs, des voix criant en arabe pour couvrir le vent. Elle trouva sa position au sommet de la crête. Une dépression naturelle entre deux blocs rocheux, offrant à la fois couverture et stabilité. Elle s'allongea et commença à installer son dispositif d'observation. La radio grésilla dans son oreillette, à peine audible dans les interférences. « Rapport de situation » lança la voix déformée mais reconnaissable de Whittaker. « Alpha en position » répondit une voix. « En attente au point de rassemblement sud » ajouta Crowley. « Bravo prêt. Approche est en place. » Un silence, puis « Wraith, rapport !» Wraith en position sur Northwatch Ridge, distance au complexe, 2,4 km. 2,4, répéta Crowley, sceptique, même à travers les parasites. C'est hors portée efficace dans ces conditions. Morgan ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire qui changerait son avis. Seules ses balles le feraient. Elle leva son optique thermique et commença à balayer le complexe. Le sable créait des interférences, des vagues de statique sur l'écran, mais elle distinguait suffisamment les signatures de chaleur. Elle compta avec méthode, les plaçant sur la carte mentale qu'elle avait construite à partir des renseignements de Cole. 14, 3 positions d'armes lourdes, 2 combattants chacune, 8 patrouilles mobiles en binôme. Le bâtiment des otages brillait au centre du complexe, saturé de signatures thermiques trop nombreuses pour distinguer les individus. Elle ajusta son angle et trouva Omar Khalil, The Preacher. Il se trouvait dans un bâtiment de commandement adjacent aux otages, entouré de 4 gardes rapprochés. Même à travers le voile thermique, sa posture trahissait l'autorité. Il donnait des ordres, gesticulait sèchement, se préparait à quelque chose. « Wraith » dit Whittaker, « qu'est-ce que tu vois ?» Plus de 40 hostiles confirmés, 3 positions d'armes lourdes couvrant les approches sud et ouest. Elle marqua une pause. Cible principale dans un bâtiment de commandement, protection rapprochée de 4 hommes. Elle marqua une pause. Activité près du bâtiment des otages. Ils pourraient préparer un déplacement des paquets. Un silence tendu s'abattit sur la radio. Puis la voix de Daniel Crowley. « Il faut agir maintenant, avant qu'il ne les déplace. »« Négatif, » répondit Whittaker. « On respecte le timing. » Il se tourna vers elle. « Wraith, peux-tu interdire tout mouvement des otages s'ils tentent de les déplacer ?» Morgan calcula angles et distances, interpréta les interférences dans son optique. « Affirmatif. Mais s'ils rentrent à l'intérieur, je perds le visuel. »« Reçu. Toutes les équipes en attente de mon ordre. » L'attente était la partie la plus difficile. Morgan garda l'œil collé à la lunette, suivant les déplacements, mettant à jour sa liste mentale de cibles. Les positions d'armes lourdes restaient sa priorité absolue. Tant qu'elles existaient, les équipes d'assaut risquaient d'être décimées avant même d'approcher. Ensuite, elles passeraient aux cibles d'opportunité. Quiconque menacerait les cils ou les otages. 47 cibles. 2,4 km. Visibilité nulle. Elle ferma les yeux et écouta. Le complexe prit forme dans son esprit, peint de couleurs que seule elle pouvait voir. Des quilles à signature rouge pulsant sur le bleu froid des murs de pierre. Des fils dorés de voix s'entrelacent dans la statique brune de la tempête. Elle entendait les battements de cœur, des dizaines, certains lents, empreints d'ennui, d'autres accélérés par l'attente de la violence. Elle trouva les otages. 4 signatures distinctes, regroupées dans une même pièce. Leurs cœurs battaient vite, affolés par la peur. L'une d'elles, une femme, parlait à voix basse. Une prière, peut-être, ou des mots de réconfort. Emily Carter, l'infirmière qui avait choisi d'aider des inconnus au milieu d'une guerre. La femme pour laquelle The Preacher avait des projets particuliers. « Pas ce soir, » murmura Morgan. « Jamais. » Elle ouvrit les yeux et posa son réticule sur la première position d'armes lourdes. À l'écran thermique, 2 combattants servaient une mitrailleuse montée, leur corps brûlant contrastant avec le métal glacé de l'arme. À cette distance, dans cette tempête, le tir était techniquement impossible. Elle avait déjà fait l'impossible. « Wraith !» annonça Whittaker. « Feu vert dans 60 secondes. Confirme prêt. » Elle expira lentement, laissant son rythme cardiaque s'installer dans cette cadence familière. L'espace entre 2 battements.
là où le temps semblait se dilater, où le monde se réduisait à un point unique. « Wraith prête », répondit-elle, en attente du feu vert. Les secondes défilèrent dans son esprit, 59, 58, 57. Quelque part dans ce complexe, 47 hommes allaient découvrir ce qu'il en coûtait de menacer se placer sous sa protection. « Feu vert », dit Whittaker. « Toutes équipes, exécution. »« Wraith, autorisation de tir. » Elle tira. La première balle mit près de 3 secondes à atteindre sa cible. 3 secondes à travers le sable tourbillonnant et le vent hurlant. 3 secondes de calcul intégré dans l'intervalle entre 2 battements de cœur. Le servant de la mitrailleuse s'effondra sans un bruit. Un trou sombre apparut là où se trouvait son visage. Son partenaire resta figé une fraction de seconde, la confusion prenant le pas sur l'entraînement. Cette fraction de seconde suffit. La seconde balle traversa son crâne avant qu'il ne puisse toucher l'arme. 2 neutralisés, 45 restants. « Wraith !» grésilla la voix de Crowley. « Tu viens vraiment de faire ces tirs ?» Elle basculait déjà vers la seconde position d'arme lourde. Affirmatif, première position neutralisée, transition vers la secondaire. Dans la lunette thermique, 2 autres combattants se précipitaient vers leur arme montée, alertés par la mort soudaine de leurs camarades, mais incapables d'identifier la source. À 2,5 km, au cœur d'une tempête de sable, ils n'avaient aucune raison d'imaginer un tireur d'élite, aucune raison de croire que quelqu'un pouvait les voir, encore moins les atteindre. Elle les détrompa. 2 fois. Position secondaire neutralisée, transition vers la tertiaire. La troisième était partiellement masquée par un mur de pierre. Les combattants utilisaient un couvert qui les aurait protégés de tout angle conventionnel. Mais elle connaissait le plan du complexe par cœur. Elle savait exactement où se trouvait l'ouverture, exactement où un corps devait se placer pour opérer l'arme. 2 tirs, 2 morts. Toutes armes lourdes neutralisées, les équipes peuvent approcher. La réponse de Whittaker fut immédiate. « Alpha, Bravo, brèche immédiate. » Il se tourna vers elle. « Wraith passe en Overwatch, engage cible d'opportunité. » Le complexe bascula dans le chaos. Même à travers la tempête, elle entendit les explosions lorsque les cils ouvrirent la brèche sud. Les tirs se superposaient en vagues sèches. Les éclairs de bouche apparaissaient comme des fleurs éclatantes sur son affichage thermique. Les combattants ennemis, désormais conscients de l'attaque, se ruèrent vers leur position défensive. Elle commença à les abattre. Chaque tir exigeait un calcul unique. Le vent avait tourné, soufflant plus fort de l'est. La densité du sable modifiait la vitesse des projectiles d'une seconde à l'autre. Elle ajustait, recalculait, tirait. Un homme courant vers le point de brèche s'effondra en pleine foulée. Un autre, pivotant pour engager les cils, tomba avant même de lever son arme. 8, 9, 10. La radio crépitait d'informations tactiques. Alpha rencontre une forte résistance dans le couloir ouest. Bravo cloué près du parc véhicule. Blessé signalé. Aucun mort pour l'instant, mais la situation se dégradait. La voix d'Isaiah Brooks perça le brouhaha. « Wraith, 3 tangos nous contournent. Impossible de les visualiser. » Morgan balaya le complexe, cherchant la menace. L'écran thermique révéla un groupe de signatures se déplaçant dans une ruelle étroite entre 2 bâtiments. Ils utilisèrent les murs pour approcher l'équipe sous un angle impossible à défendre. « Je les vois, » dit-elle. « Restez en position. » Elle suivit le combattant de tête, analysant son schéma de déplacement. Intelligent, utilisant le couvert, ne s'exposant jamais plus d'1 seconde. Un tireur classique aurait attendu une meilleure opportunité. Elle n'était pas classique. Les couleurs explosèrent derrière ses paupières lorsqu'elle ferma les yeux. Elle entendait ses pas. Le rythme, l'instant précis où il sortirait de l'ombre. 3 secondes. 2. Elle tira à l'aveugle, faisant confiance au son. Le combattant s'effondra. Les 2 autres hésitèrent, stupéfaits par ce tir impossible. Elle les abattit avant qu'ils ne reprennent leurs esprits. 13. Menace neutralisée, haleta la voix de Brooks. Wraith, comment tu as fait ça ? Elle ne répondit pas. Il n'y avait pas de temps pour expliquer. Les cils progressaient plus profondément dans le complexe et chaque seconde apportait de nouvelles cibles. 14, 15, 16. La bataille se fragmenta en une multitude d'affrontements isolés. Et elle passait de l'un à l'autre, comme un chef d'orchestre guidant une symphonie de feu. Son fusil était l'instrument par lequel elle imposait de l'ordre au chaos. Chaque fois qu'un cil rencontrait une résistance, elle la faisait disparaître. Chaque fois qu'un ennemi tentait de se repositionner, elle l'abattait. 17,
18, 19, 20. Son épaule la faisait souffrir sous les chocs répétés du recul. Son œil brûlait, meurtri par l'effort constant imposé par l'optique thermique, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle ne pouvait pas tant que les siens étaient encore en danger. Alpha a atteint le bâtiment des otages. La voix de Daniel Crowley traversa la radio, tendue, maîtrisée de justesse. « Wraith, j'ai 4 tangos couvrant l'entrée principale. Il faut les dégager. » Morgan trouva immédiatement les cibles. 4 combattants accroupis derrière une barricade de sacs de sable, armes braquées sur la porte que les SEALs allaient devoir franchir. De son angle, 3 étaient parfaitement visibles. Le 4e était partiellement masqué par les autres. 3 tirs en 4 secondes. 3 corps s'effondrèrent. Le dernier tenta de se replier, cherchant un couvert plus solide. Elle avait anticipé son mouvement. La balle le frappa avant même qu'il ait fini de se relever. 21, 22, 23, 24. « Entrée dégagée », annonça-t-elle. « Vous pouvez percer. » Crowley ne répondit pas. Elle entendit l'explosion de la charge de brèche, le claquement sec des grenades assourdissantes, les rafales courtes et contrôlées des armes équipées de silencieux. Puis sa voix, toujours tendue, mais stable. Bâtiment sécurisé, otages localisés, une pause. Mais on a un problème. Morgan balaya la structure du regard, cherchant ce qui avait déclenché cette alerte. Lequel ? The Preacher n'est pas ici. Il a bougé avant la brèche. Il était quelque part dans le complexe avec au moins une douzaine d'hommes. Il se dirige vers les véhicules d'extraction. S'ils s'échappaient, tout ce qu'ils avaient accompli ne servirait à rien. Il se cacherait, recruterait de nouveau, reprendrait son œuvre sanglante. Les otages seraient sauvés. Mais des dizaines de futures victimes ne le seraient pas. Morgan déplaça son optique, cherchant l'homme responsable de tant de souffrances. Le complexe était un labyrinthe de bâtiments et de ruelles, un terrain idéal pour un ennemi rusé. Elle ferma les yeux. Et là, sous les tirs, le vent et le martèlement de son propre cœur, elle l'entendit. Une voix donnant des ordres rapides en arabe. Des pas pressés, déterminés, se dirigeant vers le dépôt de véhicules au nord. Il courait droit vers elle. « Je l'ai », dit-elle calmement. The Preacher se déplace vers le nord avec environ 12 combattants. Trajectoire vers le parc véhicule. « Peux-tu l'arrêter » demanda immédiatement Whittaker. Elle ouvrit les yeux et suivit les signatures thermiques. 12 gardes du corps. 12 obstacles entre elle et l'homme qui avait prévu d'exécuter 4 innocents pour de la propagande. 12 tirs de plus pour rétablir l'équilibre. « J'engage », répondit-elle. Le groupe avançait vite. Les gardes formaient un cordon serré autour de leur chef, utilisant murs et bâtiments pour briser toute ligne de tir possible. Ils savaient qu'on le traquait. Il ignorait d'où venait la menace. Morgan les suivait dans sa lunette, observant cette masse de chaleur se faufiler comme de l'eau à travers le dédale du complexe. 12 combattants. Une cible principale. 13 tirs pour en finir. Le premier garde commit une erreur. En sécurisant un angle, il s'éloigna trop de son couvert, exposé à peine une seconde. Une seconde suffisait. 25. Le groupe se figea, puis se resserra instinctivement. The Preacher hurlait des ordres à présent, sa voix perçant la tempête avec l'assurance d'un homme habitué à l'obéissance absolue. Ses hommes éclairés se regroupèrent, formant un bouclier humain autour de lui. Elle avait besoin qu'ils se dispersent, qu'une faille apparaisse. Mais ils étaient disciplinés, se déplaçant comme un seul organisme, leur chef enfoui en son centre. « Wraith, statut sur la cible principale ?» demanda Whittaker. « Engagement en cours. Protection très serrée. Je cherche une solution. » Le groupe atteignit une passerelle couverte reliant 2 bâtiments et disparut de son affichage thermique. Elle avait peut-être 30 secondes avant qu'ils ne réapparaissent de l'autre côté, plus proche des véhicules, leur porte de sortie. Elle ferma les yeux. Les couleurs surgirent instantanément. Le son dessinait le monde dans des teintes qui n'existaient que pour elle. Elle entendait la respiration du chef, rapide, chargée de peur et d'adrénaline. Les pas de ses gardes, leur rythme révélant leur position exacte dans la formation. Le grondement des moteurs, plus loin, tournant au ralenti, prêt à emporter un monstre vers la liberté. La voix de son père résonna dans sa mémoire. Le sable ment, Mija. Mais le son dit toujours la vérité. Elle ouvrit les yeux. Le groupe sortit de la passerelle, accélérant presque au pas de course. Le dépôt de véhicules était à moins de 50 mètres.
Une fois là-bas, son angle serait compromis. Il disparaîtrait dans la tempête. Elle ne pouvait pas laisser ça arriver. Le garde en tête était la clé. C'était lui qui donnait le rythme, choisissait la trajectoire. S'il tombait, les autres hésiteraient. Même une fraction de seconde suffirait. Elle tira. Le meneur s'effondra. 26. La formation se désorganisa exactement comme elle l'avait prévu. Les combattants restants hésitèrent, incertains de l'origine de la menace. Et dans cet instant de confusion, The Preacher commit sa propre erreur. Il se projeta en avant, quittant la protection de ses hommes, désespéré d'atteindre les véhicules. Pendant un battement de cœur, il fut exposé. Morgan ajusta sa visée, le trouva dans sa lunette. L'image thermique révélait un homme d'une quarantaine d'années, sec, dur, irradiant la chaleur de la rage et de l'effort. C'était le visage derrière 30 exécutions filmées. La voix qui avait ordonné la mort d'innombrables innocents. Le monstre qui avait prévu de tuer Emily Carter pour les caméras. Elle expira et pressa la détente. Un garde se jeta devant lui à la toute dernière seconde. La balle le traversa en pleine poitrine, perçant son gilet avec une force suffisante pour le projeter en arrière. The Preacher trébucha, éclaboussé du sang de son protecteur, mais continua de courir. Elle avait raté sa fenêtre. Les combattants survivants ouvrirent le feu à l'aveugle dans la tempête, arrosant tout autour d'eux. Aucun tir ne s'approcha de sa position, mais ce déluge lui donna le couvert nécessaire. Il atteignit le premier véhicule et arracha la portière. « Wraith !» lança la voix de Crowley. « Tu as un tir ?» ?»« Négatif. Il est dans le véhicule. Le moteur rugit. The Preacher était au volant, les derniers gardes bondissant à l'arrière tandis que le camion s'élançait. Ils fonçaient vers la sortie nord du complexe, vers la crête, vers elle. Whittaker donnait déjà des ordres, redirigeant des équipes pour intercepter, mais Morgan l'entendait à peine. Son attention était entièrement fixée sur le véhicule qui avançait droit vers Northwatch Ridge. Elle calculait trajectoire et angle, évaluait la vitesse d'un véhicule approchant en conditions de visibilité nulle. Le camion passerait à moins de 800 mètres de sa position. À cette distance, même au cœur de la tempête, elle pouvait réussir le tir, à condition de voir la cible. The Preacher était malin. Il restait plaqué bas dans la cabine, utilisant le châssis du véhicule comme protection. Les gardes à l'arrière étaient exposés. Lui, invisible. Elle pouvait éliminer ce qui lui restait de protection, mais la cible principale s'échapperait à moins qu'elle ne trouve une autre solution. Le camion n'était plus qu'à 400 mètres de la porte nord. 300. Elle le suivait dans sa lunette, observant les gardes scruter l'obscurité, cherchant une menace qu'ils ne pouvaient ni voir ni comprendre. 6 hommes restaient, 6 obstacles. Elle commença à les retirer un par un. Le premier tomba avant même que les autres ne réalisent qu'on tirait sur eux. Le second bascula hors de la benne et disparut dans le sable. Le troisième et le quatrième moururent la main sur une arme qu'ils n'utiliseraient jamais. Le cinquième tenta de se plaquer contre la cabine, utilisant le métal comme abri. Elle attendit que le camion franchisse une irrégularité du terrain. Le choc le souleva juste assez pour exposer sa tête. 5 tirs. 5 morts. Le sixième paniqua. Il sauta du véhicule en marche et s'enfuit dans la tempête, abandonnant son chef dans un ultime réflexe de survie. Elle le laissa partir. Il n'était pas la cible. The Preacher était seul désormais. Le camion n'était plus qu'à 200 mètres de la porte, accélérant brutalement. Dans quelques secondes, il serait dehors, englouti par la tempête, hors de portée de tous. Morgan régla sa respiration. Elle ne pouvait pas le voir à travers la cabine. Aucun angle ne lui offrait un tir propre. Le véhicule était blindé, les vitres renforcées. Même son arme ne traverserait pas à cette distance. Mais pas les pneus. Elle ajusta sa visée et tira 2 fois, presque sans pause. Les 2 pneus avant explosèrent, projetant des lambeaux de caoutchouc dans le sable. Le camion fit une embardée violente, la direction devenue inutile. The Preacher lutta pour reprendre le contrôle, mais la physique ne négociait pas. Le véhicule percuta le mur du complexe de flanc et s'immobilisa dans un fracas brutal. Un instant, plus rien ne bougea. Puis la portière conducteur s'ouvrit et The Preacher en sortit en trébuchant. Il était blessé. Un bras pendait, inerte, le sang coulait d'une entaille profonde sur son front. Mais il était vivant. Et il courait. Morgan le suivit dans sa lunette. 800 mètres, 700. Il se dirigeait vers les rochers au pied d'une crête, espérant peut-être se fondre dans le relief. Il ne savait pas qu'elle était là, ne savait pas qu'il courait droit vers la mort, qu'il cherchait à fuir.
Elle le laissa réduire la distance, 600 mètres, 500, assez près. Soudain, il s'arrêta, comme s'il avait senti quelque chose. Il se retourna et leva les yeux vers la crête, vers l'endroit où elle se trouvait, invisible dans la tempête. Pendant un instant irréel, leurs regards semblèrent se croiser. Elle tira. La balle parcourut 500 mètres en moins d'une seconde. La tête de The Preacher bascula en arrière. Un nuage rouge apparut brièvement avant que le vent ne le disperse. Il s'effondra sans un bruit. Ne bougea plus. 27. Morgan abaissa son fusil et expira longuement, réalisant seulement alors qu'elle retenait son souffle depuis trop longtemps. Ses mains tremblaient, ses épaules hurlaient de douleur, son œil brûlait. Mais c'était fini. Cible principale neutralisée, annonça-t-elle à la radio, The Preacher est à terre. Silence. Puis la voix de Whittaker, confirmation de la neutralisation. 27 hostiles éliminés. Le complexe est sécurisé. Un nouveau silence. Quand Daniel Crowley parla enfin, sa voix portait quelque chose qu'elle ne lui avait jamais entendu auparavant. Reçu, Wraith. Beau tir. Le complexe retomba dans un calme irréel. Les coups de feu qui avaient déchiré la tempête s'éteignirent, remplacés par le hurlement constant du vent et les appels lointains des cils progressant de pièce en pièce. Morgan resta en position sur la crête, son fusil toujours braqué vers le terrain en contrebas, à l'affût du moindre signe de menace. Rien ne vint. L'ennemi était brisé, son chef mort, ses combattants éparpillés dans le sable, preuve silencieuse de ce qui arrive quand on choisit les mauvaises cibles. « Wraith », dit Whittaker, « le complexe est sécurisé. RTB quand prête. » Reçu. Elle ne bougea pas immédiatement. L'adrénaline se dissipait, laissant derrière elle une fatigue lourde, profonde, qui s'installait dans ses os. Ses mains ne tremblaient ni plus, mais la douleur de son épaule s'étendait désormais à tout son flanc droit. Elle avait tiré plus de balles en 1 heure que la plupart des tireurs d'élite en 1 mois de déploiement. 27 éliminations confirmées. Le même nombre qu'à Al-Hadar. Comme si l'univers lui avait offert une chance de réécrire l'histoire. Elle démonta son équipement. Chaque geste était précis, automatique, hérité d'années de pratique. L'optique thermique retrouva son étui rembourré. Le bipied se replia contre la crosse. Un rituel méthodique pour apaiser l'esprit encore saturé de combat. La descente de la crête fut plus lente que la montée. Ses muscles protestaient à chaque pas, la fatigue rendant le terrain rocheux traître. La tempête n'avait pas faibli. Le sable continuait de tourbillonner, dessinant des motifs qui auraient pu être beaux s'ils n'avaient pas été aussi implacables. Elle progressait à la boussole et au son, suivant les couleurs qui traçaient sa route, même dans l'obscurité. 40 minutes plus tard, elle atteignit le périmètre nord du complexe. Un cil qu'elle ne connaissait pas tenait le point de brèche, son arme braquée dans le noir, jusqu'à ce qu'il confirme son identité. Il la laissa passer d'un signe de tête, sans un mot, mais quelque chose dans son regard indiquait qu'il savait exactement qui elle était et ce qu'elle avait fait. L'intérieur du complexe ressemblait à ce qu'il était devenu. Un champ de bataille. Des corps gisaient là où ils étaient tombés. Certains regroupés autour de positions défensives, d'autres étalés à découvert, là où ses balles les avaient trouvés. Elle passa sans s'attarder. Il y aurait du temps pour ça plus tard. Il y avait toujours du temps. Plus tard. Elle atteignit le bâtiment des otages, au centre du complexe. Le personnel médical était déjà à l'œuvre, prenant en charge les 4 Américains qui avaient frôlé l'exécution. 3 hommes étaient assis contre un mur, des couvertures sur les épaules, le regard vide de ceux qui ont accepté la mort avant d'en être arrachés. La 4e otage était à l'écart. Une femme d'une 40aine d'années, aux yeux doux, aux gestes assurés, aidait un infirmier à soigner un cil blessé. Emily Carter, l'infirmière humanitaire, la femme pour laquelle The Preacher avait prévu l'horreur. Morgan l'observa un instant, frappé par le calme et la précision avec lesquels elle agissait malgré tout ce qu'elle venait de traverser. C'était une femme qui avait regardé le mal en face et qui avait refusé de plier. Une femme qui, durant sa captivité, ne s'était pas effondrée, mais s'était préparée à tenir, à aider, à être utile dès l'instant où elle serait libre. Emily Carter leva les yeux et surprit le regard de Morgan posé sur elle. Quelque chose passa entre elles, une reconnaissance silencieuse, profonde, qui n'avait besoin d'aucun mot. Puis, l'infirmière retourna à son travail et Morgan poursuivit son chemin.
Isaiah Brooks la retrouva à l'extérieur du bâtiment de commandement. Il avait l'air vidé, son équipement couvert de poussière et de ce qui ressemblait à du sang séché, mais il souriait avec l'énergie fébrile de quelqu'un qui avait survécu à l'insurvivable. « 27, dit-il. Je les ai comptés moi-même. 27 tirs à la tête, à plus de 2 kilomètres, dans une tempête de sable. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas possible. » Morgan haussa les épaules, grimaçant quand le mouvement réveilla la douleur dans son épaule. Apparemment, si. Il éclata de rire, un son presque déplacé au milieu des ruines et des corps. Quand on rentre à la base, tu m'expliques tout. Comment tu fais? Tout. J'opère avec ces équipes depuis 3 ans, et je n'ai jamais rien vu de comparable à ce qui s'est passé ce soir. Elle allait répondre quand elle aperçut des silhouettes approcher à travers le sable tourbillonnant. Daniel Crowley apparut en premier, suivi de Mason Doyle, Luca Moreno et de 2 autres SEALs qu'elle avait reconnus lors du briefing. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres, leur visage indéchiffrable dans la pénombre. Crowley s'avança. Son visage était strié de crasse, son équipement marqué par le combat rapproché. Il ressemblait à un homme qui avait traversé l'enfer et en était ressorti debout. Mais quelque chose avait changé dans son regard, quelque chose de nouveau. « Chief Reyes », dit-il formellement. « Seigneur Chief ». Un long silence s'installa. Le vent hurlait autour d'eux, remplissant l'espace de sa fureur. Puis, il fit quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Il tendit la main. « Ça fait 16 ans que je fais ce métier, » dit-il. « J'ai travaillé avec les meilleurs tireurs au monde. Rangers, Delta, Recon Marine, tireurs d'élite de tous horizons. » Il marqua une pause. « Aucun d'eux n'aurait pu faire ce que vous avez fait cette nuit. » Morgan regarda sa main, puis son visage. L'hostilité qui avait marqué chacune de leurs interactions avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait, presque, à du respect. Elle lui serra la main. « Je vous avais dit que je ramènerais vos hommes. Vous avez fait bien plus que ça. » Il lâcha sa main et recula d'un pas. « Vous nous avez tous sauvés. Chaque membre de cette équipe vous doit la vie. Ce n'est pas quelque chose que je dis à la légère. » Mason Doyle s'avança à son tour, visiblement mal à l'aise. Il évitait de croiser son regard. « Chief, j'ai dit des choses quand vous êtes arrivé. » C'était déplacé. Elle envisagea une seconde de le laisser se débattre, de le forcer à formuler exactement ce qu'il regrettait. Mais il n'y avait aucun plaisir à écraser quelqu'un qui essayait sincèrement de réparer. « Laisse tomber, » dit-elle simplement. « On a tous dit des choses qu'on regrette. » Il hocha la tête avec soulagement et recula derrière Crowley, comme un enfant réprimandé cherchant refuge. Aaron Whitaker arriva avec le reste de l'état-major. Son visage portait le soulagement maîtrisé d'un commandant dont la mission avait réussi contre toute logique. Il balaya la scène du regard, s'arrêtant sur Morgan, debout au milieu de ses hommes, comme si elle avait toujours été à sa place. « Extraction en approche », annonça-t-il. 15 minutes. Tout le monde se prépare. Puis il se tourna vers elle. « Chief, quand on sera rentré, il va y avoir beaucoup de paperasse sur ce qui s'est passé ici. Décoration, rapport après action, le genre d'attention qui accompagne l'extraordinaire. » Elle secoua la tête. « Je n'ai pas besoin d'attention, commandant. J'avais juste besoin que la mission réussisse. Ce dont vous avez besoin et ce que vous avez mérité sont 2 choses différentes, » répondit-il avec un léger sourire. 27 tirs confirmés à travers une tempête de sable. On en parlera pendant longtemps. Les hélicoptères d'extraction apparurent comme des points lumineux dans l'obscurité tourbillonnante, grossissant à mesure qu'ils descendaient vers le complexe. Morgan rassembla son équipement. Son corps protestait à chaque mouvement, mais son esprit, enfin, était calme. 27 tirs. Comme à Al-Hadar. Mais cette fois, tout le monde était rentré. Cette fois, elle n'avait pas échoué. Le vol de retour vers Fob Ironclad se fit dans le silence. Les SEALs qui hurlaient des ordres tactiques 1 heure plus tôt étaient maintenant affalés contre la carlingue, vidés, tandis que l'appareil fendait les dernières cellules franches de la tempête. Les otages se trouvaient sur un autre hélicoptère, déjà en route vers une base plus grande, où médecins et psychologues les attendaient pour entamer un long chemin de reconstruction. Morgan était assise à l'écart, son étui de fusil sur les genoux, le regard fixé sur le vide. L'adrénaline avait totalement disparu, laissant derrière elle ce creux familier. La manière dont le corps digérait ce qu'il avait fait, ce qu'il avait fallu faire. 27 vies ôtées par sa main
en moins d'1 heure. Elle ne ressentait pas exactement de la culpabilité. Ces hommes avaient choisi la violence, l'enlèvement, le meurtre mis en scène. Ils auraient fait bien pire si on leur en avait laissé l'occasion. Mais elle en sentait le poids malgré tout. Tous les vrais tireurs le sentaient. Ceux qui ne ressentaient rien étaient ceux dont il fallait se méfier. L'hélicoptère se posa à Ironclad au moment où l'aube perçait enfin les restes de la tempête. Le ciel passait du brun à l'orange, puis à un bleu pâle. Le soleil reprenait peu à peu un territoire que le sable avait occupé pendant presque 2 jours. C'était comme sortir d'un tunnel pour retrouver la lumière. Le personnel médical attendait sur la zone d'atterrissage, mais Morgan les écarta d'un geste. Ses blessures étaient à état mineur. Une épaule contusionnée, un œil fatigué, quelques éraflures, rien comparé à ceux qui avaient pris de vraies balles. Elle se rendit d'abord à l'armurerie pour rendre son fusil. L'armurier, un sergent buriné dont le visage racontait 30 ans de service, examina l'arme avec un intérêt professionnel. « On m'a dit que vous aviez passé une sacrée nuit. » Elle ne répondit pas. Il passa la main le long du canon. Ce fusil a des histoires à raconter. 27 coups tirés dans une tempête de sable, il siffla doucement. Va falloir recalibrer tout le système après ça. Il a tenu quand ça comptait. Il hocha lentement la tête. J'en suis sûr. Il posa l'arme sur l'établi avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Je m'en occuperai bien, Chief. Elle l'a mérité. Morgan quitta l'armurerie et se dirigea vers ses quartiers. La base reprenait vie autour d'elle, les équipes sortaient, évaluaient les dégâts, relançaient les opérations. Plusieurs personnes qu'elle croisa lui lancèrent des regards appuyés. Dans le monde con des opérations spéciales, les histoires circulaient plus vite que n'importe quel rapport officiel. Elle arrivait presque au bâtiment 7 quand une voix l'appela. « Chief Reyes ?» Emily Carter se tenait près de l'infirmerie, toujours vêtue des habits qu'elle portait en captivité, désormais déchirés et tachés. Elle semblait fatiguée, mais droite, présente. Morgan s'arrêta et se tourna vers elle. Elle paraissait épuisée, mais parfaitement maîtresse d'elle-même. Sa formation d'infirmière transparaissait dans chaque geste, dans la manière dont elle se tenait malgré tout ce qu'elle venait de vivre. « Chief Reyes », dit-elle doucement, « j'espérais pouvoir vous parler avant qu'on me transfère. » Morgan s'arrêta. Les 2 femmes se faisaient face dans la lumière du matin, survivantes d'un même cauchemar, mais depuis des extrémités opposées d'une lunette de tir. « Je voulais vous remercier, » reprit Emily Carter, « pour ce que vous avez fait. » « Vous n'avez pas à me remercier, c'était mon travail. » Emily secoua lentement la tête. « J'ai passé 3 jours enfermée dans cette pièce. Je les ai entendus parler de ce qu'ils comptaient faire. À moi, en particulier. » Elle marqua une pause, la voix étonnamment stable. « Je suis infirmière, j'ai vu des traumatismes, j'ai soigné des victimes de violences. Mais je n'avais jamais été de l'autre côté, je n'avais jamais compris ce que ça faisait d'être totalement impuissante. Je suis désolée que vous ayez vécu ça. » dit Morgan. « Ne le soyez pas, soyez fiers. » Emily s'approcha, le regard intense. Quand les tirs ont commencé, on ne comprenait pas ce qui se passait. On croyait qu'ils s'entretuaient, puis les gardes sont tombés, un par un, et on a compris. Sa voix se brisa à peine. Quelqu'un se battait pour nous. Elle tendit la main et serra celle de Morgan. « Je ne connaissais pas votre nom il y a encore 1 heure, mais pendant ces dernières minutes, j'ai prié pour la personne derrière ce fusil. Priez pour qu'elle ne rate pas. Priez pour qu'elle nous sauve. » Quelque chose se dénoua dans la poitrine de Morgan. Un nœud ancien, si familier qu'elle en avait oublié l'existence. « Qui que vous ayez perdu, » murmura Emily, « qui que ce soit qui vous a appris à tirer comme ça, ou qui vous a donné une raison d'être aussi précise, cette personne serait fière de ce que vous avez fait cette nuit. » Les mots pétons frappèrent au plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle pensa à Luca Moreno, à son sourire facile, à ses mains sûres, à la façon dont il avait toujours cru en elle, même quand elle doutait, à la photo posée sur son bureau, au poids qu'elle portait depuis Al-Hadar. « Merci », réussit-elle à dire. Emily serra une dernière fois sa main, puis la lâcha. « On me renvoie aux États-Unis demain. Je retrouve ma famille, ma vie, grâce à vous. » Elle sourit, un vrai sourire, lumineux malgré la fatigue. « Je compte passer le reste de cette vie à être digne de la chance que vous m'avez donnée. » Elle repartit vers l'infirmerie, laissant Morgan seule avec le soleil levant et la poussière qui retombait lentement. Le débriefing occupa presque toute la journée.
Morgan passa des heures dans le centre de commandement avec Aaron Whitaker, Daniel Crowley et une succession d'officiers du renseignement. Ils décortiquèrent chaque tir, chaque décision, chaque seconde de l'opération. Son témoignage fut enregistré pour des rapports qui seraient étudiés pendant des années. On lui demanda d'expliquer des techniques qu'elle n'avait jamais verbalisées. On l'écouta sans scepticisme. On la traita non comme une étrangère, mais comme l'atout critique qu'elle avait prouvé être. Crowley resta silencieux tout le long. Lorsqu'elle décrivit comment elle avait neutralisé l'équipe de contournement sans contact visuel, guidée uniquement par le son, il se pencha en avant, fasciné. Quand elle expliqua comment elle avait suivi The Preacher à travers le complexe par la couleur de sa voix, il ne rejeta rien, il nota simplement. À la fin, Whitaker valida officiellement le bilan. 27 éliminations confirmées, engagement unique, conditions défavorables, distance supérieure à 2 km. Il leva les yeux. Chief Reyes, cela fait 12 ans que je suis dans les opérations spéciales. Je n'ai jamais vu une performance comme celle de cette nuit. Elle accepta le constat sans fausse modestie. Ce qu'elle avait fait était exceptionnel. Le nier aurait été malhonnête. Et maintenant ? Demanda-t-elle. Whitaker échangea un regard avec Crowley. Maintenant, on essaie de vous garder. L'équipe Seven a une ouverture pour un sniper attaché en permanence, si ça vous intéresse. Elle regarda Crowley, attendant une objection qui ne vint pas. « Je vous ai dit que vous n'étiez pas des nôtres, » dit-il calmement. « J'avais tort. Ce que vous avez fait vous a fait entrer dans l'équipe. Si vous voulez le poste, il est à vous. » L'offre resta suspendue entre eux, un endroit où appartenir, une équipe prête à l'accepter. Ce qu'elle cherchait depuis Al-Hadar, sans jamais se l'avouer. « Ça m'intéresse. » Whitaker sourit. « Alors bienvenue dans l'équipe Seven, Wraith. » Le soleil était haut lorsque Morgan regagna ses quartiers. La tempête avait complètement disparu, laissant un ciel d'un bleu éclatant, presque irréel après le chaos brun de la veille. Elle s'arrêta sur le seuil, observant cette petite pièce qui lui avait semblé être un exil à son arrivée. Ce n'était plus le cas. Elle alla au bureau et prit la photo de Lucas. Pour la première fois depuis 2 ans, elle ne la retourna pas. Elle s'assit sur la couchette et contempla son visage. Il avait été son partenaire dans tous les sens du terme. 3 années de déploiement, de repas partagés, de silence compris, de confiance absolue. Il n'avait jamais remis en question son don, jamais exigé d'explication. Il l'avait acceptée telle qu'elle était et l'avait aidée à devenir meilleure. La veille de Al-Hadar, ils avaient hâte parlé de l'après, de la vie hors uniforme. Il voulait ouvrir une école de tir pour des jeunes défavorisés, leur apprendre la discipline, la concentration, leur donner autre chose que la rue comme horizon. Elle avait promis de l'aider, promis qu'ils le feraient ensemble. 24 heures plus tard, il était mort. Pendant 2 ans, elle avait fui cette promesse, enchaîné les missions impossibles, cherché la rédemption dans le réticule de son arme, sans jamais la trouver, jusqu'à cette nuit. Un coup frappa à la porte. Elle posa la photo, face visible, et ouvrit. Isaiah Brooks se tenait dans le couloir, avec 2 gobelets de café. « Je me suis dit que t'en aurais besoin, le vrai café, pas le carburant qu'ils servent aux messes. » Elle accepta le gobelet et le laissa entrer. Son regard tomba aussitôt sur la photo. « C'est lui ?» demanda-t-il doucement. « Ton spotter, Lucas Moreno ?»« Oui, il est mort à Al-Hadar, le même engagement où j'ai fait 27 tirs. » Isaiah s'assit sur la chaise, regardant tour à tour la photo et Morgan. « Tu t'en voulais, ce n'était pas une question. Je suis resté en position quand j'aurais dû le suivre. Je pensais pouvoir le protéger à 800 mètres. » Elle baissa les yeux. Je me trompais. J'avais tort. Il resta silencieux un instant, buvant une gorgée de café. « Mon premier déploiement, » dit-il enfin. « J'ai perdu un coéquipier. Il s'appelait Ri. On nettoyait un bâtiment à Fallujah. Je suis parti à gauche alors que j'aurais dû aller à droite. Il marqua une pause. Il a pris une balle qui m'était destinée. » Elle le regarda, percevant la douleur ancienne sous son calme apparent. « J'ai passé 2 ans convaincu que j'aurais dû mourir à sa place. » Il continua, la voix posée. « J'ai accepté toutes les missions dangereuses. Je me suis porté volontaire pour des trucs qui faisaient douter mes chefs de mon jugement. » Il leva les yeux vers elle. « Ça te rappelle quelque chose ?» Elle esquissa presque un sourire. « Tu sais ce qui m'a vraiment aidé, ce n'était ni les médailles, ni les citations, ni le fait de me prouver encore et encore. » Il secoua la tête. «
c'est d'avoir compris que Ri aurait été furieux s'il avait su que je gâchais ma vie pour payer sa mort. Il n'est pas mort pour que je me détruise. Il est mort parce que la guerre est du chaos, et que le chaos se moque de la culpabilité comme de la rédemption. Morgan regarda à nouveau la photo. Lucas avait toujours été le pragmatique, celui qui lui disait d'arrêter de trop réfléchir et de faire confiance à son instinct. Si elle pouvait l'entendre maintenant, elle savait exactement ce qu'il dirait. « Arrête de me porter comme un fardeau, Ghost. Porte-moi comme une raison. »« C'est lui qui m'appelait Ghost, » dit-elle doucement, avant tout le monde. Il disait que je disparaissais dans mon fusil et que je revenais comme autre chose, quelque chose qu'on ne pouvait ni voir ni arrêter. Isaiah sourit. On dirait qu'il te connaissait mieux que quiconque. Il termina son café et se leva. L'équipe se réunit au mess, célébration officieuse de l'opération d'hier soir. Il haussa un sourcil. Crowley paie la première tournée, ce qui, je crois, n'est jamais arrivé dans l'histoire connue de l'humanité. Elle hésita. Je ne suis pas sûre d'être prête. Tu n'as pas besoin de l'être, tu as juste besoin d'y aller. Il s'arrêta sur le seuil. Tu es des nôtres maintenant, Ghost. Et ça veut dire que tu n'as pas le droit de te cacher quand il y a quelque chose à célébrer. Règle de l'équipe. Il partit avant qu'elle puisse protester. Morgan resta seule un moment, tenant la photo d'un homme qui avait cru en elle quand elle n'y arrivait pas elle-même. Elle repensa à tout ce qui s'était passé depuis son arrivée sur cette base. L'hostilité, les doutes, la mission impossible qui avait tout changé. Elle pensa à Emily Carter, déjà en route vers sa famille grâce à ce qu'elle avait fait, aux 3 autres otages qui reverrèrent leurs proches, aux opérateurs qui étaient rentrés sans perte parce qu'elle avait ouvert un chemin à travers un mur de sable, 27 tirs, le même nombre qu'à Al-Hadar. Mais cette fois, le sens était différent. À Al-Hadar, ce nombre avait été le rappel d'un échec, d'une vie qu'elle n'avait pas pu sauver, malgré toutes celles qu'elle avait protégées. Ici, 27 était autre chose, la preuve qu'elle pouvait protéger ceux qui comptèrent sur elle, que son don n'était pas une malédiction, que Lucas n'était pas mort pour rien. Tout ce qu'il lui avait appris, tout ce qu'ils avaient construit ensemble, avait rendu cette nuit possible. Elle se leva et reposa la photo sur le bureau. Cette fois, face visible. « Je construirai cette école », murmura-t-elle à son sourire figé. « Un jour, quand tout ça sera fini. Pour nous deux. » Puis elle rajusta son uniforme, ouvrit la porte et se dirigea vers le mess où son équipe l'attendait. Le couloir était plus animé que d'ordinaire. Le personnel circulait entre les bâtiments, évaluant les dégâts laissés par la tempête. Plusieurs personnes lui adressèrent un signe de tête. Certaines murmurèrent quelques mots de reconnaissance. La nouvelle s'était répandue. Sur la base, tout le monde savait ce qui s'était passé à Al-Kara et qui en avait été la clé. Elle trouva le mess facilement, guidée par le bruit caractéristique de soldats qui décompressent après le combat. La porte était entr'ouverte, laissant passer la brise du soir et les dernières lueurs du soleil couchant. À l'intérieur, l'équipe Seven occupait un coin de la salle. Crowley était assis au centre, un verre à la main, et quelque chose qui ressemblait à un sourire marquait son visage buriné. Mason Doyle racontait une histoire à grands gestes, visiblement embellie. Les autres complétaient, riaient, se coupèrent la parole. Une camaraderie simple, solide, celle de ceux qui ont affronté la mort ensemble. Isaiah l'aperçut et lui fit signe. Elle hésita une seconde. Les vieux réflexes revenaient, l'impression de ne pas être à sa place. Puis Crowley leva son verre dans sa direction. « Ghost !» cria-t-il. « Viens ici !» Il esquissa un rictus. « Je ne paie pas des tournées à des gens qui restent plantés dans l'embrasure à l'air perdu. » Des rires parcoururent le groupe. Pas des rires moqueurs, des rires qui incluaient. Elle s'avança et prit la place libre qu'il lui avait gardée. 2 semaines passèrent à Phobe Ironclad. La routine reprit. Les opérations continuèrent. La tempête devint une histoire racontée au mess, un souvenir parmi d'autres. Mais pour Morgan, plus rien n'était tout à fait comme avant. Elle s'entraînait désormais avec l'équipe, pétée matinale dans la cour Est. Entraînement tactique l'après-midi, stand de tir dès que le planning le permettait. Crowley dirigeait toujours avec la même exigence mais sans animosité. Ses corrections étaient franches. Ses marques de reconnaissance assumées, elle avait gagné sa place. Isaiah devint officiellement son spotter.
Ils travaillaient ensemble au stand, développant cette communication silencieuse qui distingue les bonnes équipes des grandes. Il apprenait à lire ses silences, à sentir quand elle avait besoin d'espace, quand elle avait besoin d'ancrage. Elle lui apprenait à écouter autrement, à faire confiance au son quand la vue ment. Il ne verrait jamais le monde comme elle, mais il apprenait à travailler avec. Un matin, avant l'aube, elle le trouva devant ses quartiers, 2 fusils en bandoulière. Nouveau renseignement, dit-il, cible de grande valeur possible dans la région. Whittaker veut qu'on soit en Overwatch pour l'interdiction. Elle prit son équipement sans hésiter. Cette fois, le chemin vers le fusil n'avait rien de punitif. Il avait un sens. La mission se déroula sans accroc. 2 tirs à longue distance à travers la brume matinale. Les sentinelles tombèrent avant la brèche. Aucun blessé de leur côté. Cible capturée vivante. Une opération modèle, rendue possible par une couverture de précision. Au retour, dans l'hélicoptère, Crowley croisa son regard et hocha une fois la tête. Un geste simple, chargé de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Elle lui rendit le signe. Ce soir-là, Whittaker la convoqua au centre de commandement. Il l'attendait derrière son bureau, un dossier ouvert devant lui, couvert de tampons officiels et de marquages de classification. « Asseyez-vous, Chief, » dit-il. Elle s'assit. « J'ai reçu un message du commandement ce matin, » commença Aaron Whittaker. « Vos actions lors de l'opération d'Al-Kara ont été examinées au plus haut niveau. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Vous êtes proposé pour la Silver Star. » Elle assimila l'information sans que rien ne transparaisse sur son visage. La Silver Star était la 3e plus haute décoration pour fête de combat. On ne la décernait pas à la légère. De plus, poursuivit-il, votre rapport après action a été signalé pour intégration dans les programmes avancés de formation des tireurs d'élite. Les techniques que vous avez utilisées, en particulier votre méthodologie de ciblage basée sur le son, sont actuellement étudiées dans toutes les écoles d'opérations spéciales du pays. « Je n'ai fait que mon travail, » répondit-elle simplement. « Votre travail a sauvé 4 Américains et démantelé une cellule terroriste responsable de dizaines de morts. » Il referma le dossier. « Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai convoqué. » Elle attendit. L'équipe Seven part sur un nouveau théâtre d'opération le mois prochain, mission prioritaire, avec des exigences élevées en matière de tir de précision. Il la fixa droit dans les yeux. « Je vous veux en tête sur toute l'opération. Overwatch principal, autorité sur la sélection des cibles, rôle consultatif direct dans la planification. Ce n'était pas seulement une acceptation, c'était une confiance absolue, le genre de confiance qu'elle n'avait plus connue depuis Lucas. « Ce serait un honneur, » dit-elle. Whittaker sourit. J'espérais cette réponse. Il se leva et lui tendit la main. « Bienvenue dans l'équipe Ghost, officiellement, cette fois. » Elle serra sa main et quitta le centre de commandement tandis que le soleil couchant peignait le désert de rouge et d'or. Les dégâts de la tempête avaient été réparés. La base avait retrouvé un fonctionnement normal. Pourtant, si l'on savait où regarder, les traces étaient toujours là, des cicatrices sur les bâtiments, du sable accumulé dans des recoins oubliés par la maintenance. Certaines marques ne disparaissaient jamais. Elles devenaient partie intégrante du paysage. Sans vraiment s'en rendre compte, elle se dirigea vers le stand de tir est. Les cibles trottèrent encore en place, silhouette immobile dans la lumière déclinante. Elle n'avait pas son fusil. Et pour une fois, elle n'en avait pas besoin. Ce lieu avait été celui de sa première épreuve, celui où Crowley avait tenté de la briser. Celui où Isaiah avait été le premier à fissurer le mur de méfiance qui l'entourait. Revenir ici avait du sens, la fin d'un chapitre, le début d'un autre. « Je me doutais que je te trouverais là », dit Isaiah Brooks derrière elle. Il vint se placer à ses côtés. Tous deux regardaient le stand vide tandis que l'obscurité gagnait le sable. « J'ai entendu pour la Silver Star et pour l'ordre de déploiement, Overwatch principal sur toute l'opération. » Il souffla doucement. « C'est une sacrée responsabilité. Je peux l'assumer. » « Je sais. » Il resta silencieux un moment. « J'ai parlé à Crowley tout à l'heure. Il a dit quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre sortir de sa bouche. Quoi donc ? Il a dit que tu étais la meilleure tireuse avec qui il ait jamais travaillé. » Isaiah esquissa un sourire. Et il asno ajouté que s'il devait arriver quoi que ce soit là-bas, il voulait que ce soit toi qui décides quand appuyer sur la détente. Elle absorba ces mots lentement.
Crowley lui confiant sa vie et celle de ses hommes, le même homme qui lui avait dit qu'elle ne ferait jamais partie de l'équipe. « Les gens peuvent changer, dit-elle. Certains, en tout cas, ceux qui font attention. » Il se tourna vers elle. « Et toi, Ghost, tu as changé ?» Elle réfléchit. À la femme qu'elle était en arrivant ici, bardée de culpabilité comme d'une armure, cherchant la rédemption dans le réticule de son arme. À la photo qui reposait désormais face visible sur son bureau. « J'ai arrêté de fuir, répondit-elle enfin. Le passé, moi-même, tout ce que je croyais devoir prouver. » Elle le regarda. « J'ai trouvé quelque chose que je ne savais même pas chercher. » « Quoi ? Une équipe. Un but ? Une raison d'avancer qui ne consiste pas à me punir pour ce que je ne peux pas changer. » Isaiah hocha lentement la tête. « Ça ressemble à une évolution, à un commencement. » Ils restèrent là, côte à côte, tandis que les étoiles apparaissaient au-dessus d'eux. Les mêmes étoiles qui avaient vu la tempête, le combat, les tirs impossibles. Elles se moquaient des drames humains. Elles brillaient, immuables, indifférentes. Mais Morgane, elle, s'en souciait. Et désormais, elle n'était plus seule. Le lendemain matin, l'équipe Seven se réunit pour le briefing de déploiement. Morgane était assise au premier rang, Isaiah à ses côtés. Whittaker exposait les paramètres de la mission pendant que cartes et photos défilaient sur l'écran. Ce serait dangereux, exigeant. Cela demanderait tout ce qu'elle avait, et peut-être davantage. Elle en avait presque hâte. Quand le briefing prit fin, les hommes se dispersèrent pour préparer le départ. Morgane resta un instant, observant ceux qui étaient devenus ses frères. Ils avaient douté d'elle, l'avaient mise à l'épreuve. Puis, ils l'avaient acceptée, pleinement. Elle pensa une dernière fois à Lucas, à l'école qu'il rêvait de construire, à la promesse faite à sa photo. Un jour, elle la tiendrait. Mais aujourd'hui, elle avait une équipe à protéger et une mission à mener. Elle rassembla son équipement et sortit dans le soleil du matin. 27 tirs, à travers l'impossible, pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour la reconnaissance, pas pour la rédemption. 27 tirs, simplement parce que c'était ce dont les siens avaient jamais besoin.